Alors, bonjour Alexandre, de Kéra l'Aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Kéra l'Aventure ? Tout à fait, donc Kéra, on est un fonds d'investissement qui investit en seed et pré-seed. C'est-à-dire qu'on investit sur des projets qui viennent de se lancer avant même qu'ils aient un premier client, jusqu'à quelques années ou mois d'activité quand ils commencent vraiment à accélérer leur développement. Et voilà, après, on investit en toutes les startups du web et du mobile. On a quelques gros investissements là, qui commencent à être un peu connus, donc voilà, c'est sympa. On est un fonds assez jeune qui a été créé il y a 3 ans. Et voilà. Et donc du coup, vous intervenez en amorçage. Exactement. Des startups qui démarrent, donc comme les startups qu'on vient de voir ici. Tout à fait. Là, ce qu'on vient de voir, c'est exactement notre cœur de cible. Ok. Et alors, sur les startups, parce que toi aussi, tu es là depuis hier. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y en a une ou deux vraiment qui ont retenu ton attention entre hier et aujourd'hui ? Pas forcément les coups de cœur. Là, sur la session qui vient de passer, moi j'avais beaucoup aimé Finance Bois. Finance Bois, pourquoi ? Parce que ça fait du bien de voir une startup qui n'a pas le même modèle que les autres. C'est vraiment la première fois que j'entendais parler de ça et ça fait plaisir quelquefois de voir quelque chose de vraiment nouveau. Même si c'est sûr, derrière le concept, il faut l'affiner, il faut trouver comment le vendre, enfin voilà, c'est tout le process classique, mais voilà. Sur l'idée, moi j'avais beaucoup apprécié. Et alors justement, toi, comme tu es un fonds d'investissement, tu vois débarquer plein de startups, quoi. Tu entends des pitchs tout le temps à la chaîne. Qu'est-ce qui se dégage comme... qu'est-ce qu'il y a comme thématique qui revient tout le temps en ce moment ? Beaucoup de choses. Tu dis ouais, ok, bon, ça on a déjà vu, quoi. Non, c'est pas on a déjà vu, c'est plus en ce moment il y a vraiment des secteurs où on sent que ça commence à bouger, où il commence à y avoir les premières réussites qui émergent, et donc aussi toutes les startups qui veulent faire mieux que ce que font déjà celles qui sont là. Donc en ce moment il y a beaucoup de choses en ressources humaines. Ouais. Dans tout ce qui est immobilier aussi, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier ? Beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. On a vu hier une startup Diagengo qui faisait des diagnostics. On a vu Permettez-moi de construire qui faisait de l'intermédiation pour les permis de construire. On a vu BAM.archi qui faisait de la mise en relation avec des architectes et des entrepreneurs du bâtiment. Donc voilà, si on en voit autant ici, c'est aussi qu'il y en a encore 10 fois plus derrière. Et donc c'est à tous les niveaux de l'immobilier, de la construction. Il se passe des choses, il y a des nouveaux modèles qui se créent. Et dans le B2C, qu'est-ce qu'il y a ? Des startups, dans les futures applications qu'on va avoir dans nos iPhones, il y a quoi qui se dégage comme tendance ? Il y a pas mal de choses qui se font sur arriver à croiser plusieurs types de données. Récemment, j'ai vu pas mal de choses sur par exemple de la notation sur carte. Donc dire au lieu de par exemple avoir des rendez-vous avec des gens, dire tiens, ça c'est un lieu que j'aime bien, du coup je mets un commentaire, mais plus pour soi que du TripAdvisor ou bref. C'est un peu plus compliqué le B2C parce qu'il y a beaucoup de choses très éclatées. Mais, Dernière question et on va ensuite passer à la compétition. Si tous les membres du jury veulent bien venir nous rejoindre, le break est terminé, je suis désolée. Voilà, dernière question. C'est quoi pour toi le critère fondamental pour qu'une start-up emporte ton cœur ? Quand tu vois pitcher comme ça... je pense que les 3 qu'on a depuis le début, là, sur la taille de marché, la qualité du pitch et l'équipe sont clairement ce que nous, on va rechercher. Okay. Sur un pitch comme ça, celui qui est le plus parlant, parce que c'est difficile d'évaluer l'équipe sur un pitch de 1 minute 30 d'une seule personne, donc ça va clairement être arriver à communiquer sur sa taille de marché, à montrer qu'il y a une vraie opportunité et que surtout la manière dont le projet l'aborde est la meilleure. Donc vraiment montrer qu'il y a une opportunité de marché, un business model qui tient la route et envoyer du bois, quoi, sur scène. Merci beaucoup Alexandre. Merci. On va commencer cette 3e session de pitch. Alors, là aussi, on est encore sur des startups en amorçage. Elles ont 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute de questions-réponses avec le jury. Je veux voir si le public est prêt, si le public est là, et après on enchaîne. Est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour la première start-up, Red Alert Labs, qui, c'est parti, 1 minute 30 de pitch.
Merci. Les objets connectés envahissent de plus en plus tout aspect de nos vies, y compris nos maisons, nos bureaux, nos voitures, mais aussi nos corps. Avec le large déploiement des réseaux sans fil aujourd'hui, l'Internet des objets est en train d'augmenter rapidement et dangereusement. Et les chercheurs estiment d'ici 2020, il y aurait environ 20 milliards d'objets connectés. Et ainsi, les failles de sécurité pourraient transformer nos vies en un vrai cauchemar. Vu que c'est un projet ou vraiment un problème très complexe qui ne peut pas être résolu par une seule solution, on a créé un laboratoire des sécurités qui est innovant, qui mêle en fait des outils et des méthodologies de modélisation et des tests qui sont spécifiques avec des experts en sécurité et en IoT. Et afin de servir en fait les développeurs et les fabricants des objets connectés et résoudre trois problèmes initiaux qui sont l'incapacité de ces entreprises aujourd'hui à estimer le risque, le manque de temps et d'argent pour donner en fait par conception la sécurité, et ainsi aussi le consommateur, le manque l'appréciation du consommateur qui n'est pas prêt aujourd'hui à payer en fait plus de sécurité, plus d'argent pour la sécurité. Donc voilà, on souhaite avec Red Alert Labs ramener de la confiance et en créant un label de sécurité pour tout type d'objets connectés. Voilà. Merci Red Alert Labs. On enchaîne avec les questions du jury. Bonjour, merci. Bonjour. Je voulais savoir sur quel type, vous parlez aux constructeurs, aux distributeurs, c'est quelque chose qu'il faut installer en plus, c'est au niveau du code source de l'objet, comment ça se passe en termes d'implémentation et d'installation? Nous, en fait, en tant que laboratoire, on amène un label de sécurité. Donc finalement, on apporte une sorte de un rajout à l'existant. Donc que ça soit par une façon d'exprimer au consommateur, qu'il soit un BI, un développeur ou qui souhaite installer une solution d'objet connecté, ou le consommateur final, de pouvoir choisir ou différencier entre un objet connecté et un autre parce qu'il est plus sécurisé. Donc voilà. Voilà, c'est plutôt en fait donc le résultat final, ça serait tout simplement un label. Et en fait, tout ce qui se passe avant, c'est en fait l'accompagnement ou l'évaluation. Donc c'est des tests en fait qu'on fait en interne, qui sont adaptés au mode des objets connectés et qui prennent en compte plein de données, des données sensibles et le contexte en fait de l'objet connecté. Si on part par exemple d'un système industriel où on parle d'un consommateur, c'est pas la même chose, ou dans la santé, c'est pas la même chose. Donc, 10 secondes. Donc vraiment 10 secondes. Quel est votre business model exactement? Comment vous rémunérez? En 10 secondes. Ok. Donc en 10 secondes. Donc aujourd'hui, en fait, on va vendre essentiellement au B2B. Donc ça va être plutôt des algorithmes qui vont calculer la complexité de l'objet qu'on est en train d'étudier. Et donc ça suit vraiment donc finalement ça va être un modèle de conseil. Mais voilà, donc ça donne finalement ça suit exponentiellement en fait la valeur des objets connectés. Voilà. Merci Red Alert Labs. Eh oui, ça va très vite, hein. 1 minute 30 de pitch, 1 minute 30 de questions-réponses. Et je suis là pour être le maître du temps. On enchaîne avec WGF, s'il vous plaît, qu'on accueille sur la scène du marathon pitch. C'est parti, 1 minute 30 de pitch. Ouais, 1 minute 30 de pitch. Oui. Bonjour à tous, World Gaming Federation. Donc nous, on est une start-up qui s'est créée donc il y a à peu près 2 ans. On travaille dans le jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le jeu vidéo? Aujourd'hui, vous avez 2 milliards de joueurs. Et dans 15 ans, il y en aura 6 milliards qui jouent sur tous les types d'écrans, tablettes, PC, consoles, mobiles. Et ces joueurs de jeux vidéo, on les appelle aussi les millennials, donc ceux qui sont nés après l'an 2000 en grande partie. Ces gens-là, finalement, les marques ont du mal à les toucher. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On agrège toute la donnée, en gros, tout ce que les gens font quand ils jouent sur leur console à Assassin's Creed, quand ils jouent à Candy Crush sur leur mobile. Et notre travail à nous, c'est de redonner l'ensemble de ces données aux marques pour leur dire, cette personne, elle joue qu'avec Arsenal, et c'est pas la meilleure équipe du jeu, donc a priori, comme elle s'acharne un petit peu, c'est peut-être quelqu'un qui est fan d'Arsenal. Notre travail, c'est de récupérer la donnée du jeu vidéo et de la mettre à disposition de l'écosystème, que ce soit les éditeurs de jeux, puisque quand on joue à un jeu sur console, et que derrière on bascule sur le mobile, l'éditeur
l'éditeur ne sait pas ce qu'on fait. Et donc l'idée, c'est de récupérer toute cette donnée pour la redonner aux marques et aux éditeurs. Et dans la plateforme qu'on monte, qui est une plateforme réseau social avec accès un peu comme Facebook Advertising pour les marques, on va reverser une partie de l'argent qu'on touche aux joueurs. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est leur donnée de jeu et que s'ils veulent la monétiser, du coup, on crée un enrôlement comme ça. Aujourd'hui, donc, on est 15 salariés. On a levé 1,5 million en 2 ans. On est en train de finir une levée de fonds. Enfin, on a plusieurs promesses d'investissement et on veut atteindre 2,5 millions de levée. On est 15 salariés, on a 3 millions de fans sur Facebook. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On est leader en Afrique sur un deuxième domaine, qui est l'activation pour les marques. On fait des tournois dans le monde entier et on est leader dans 15 pays. Voilà. Merci WGF, merci pour ce pitch. Question de la part du jury. Bonjour. Je vois bien les insights que tu peux retirer sur un FIFA, sur des jeux de sport, des jeux de voiture, mais sur un Candy Crush ou un Battlefield, je vois moins. Alors, je suis d'accord avec toi. Nous, on va travailler principalement beaucoup sur les jeux de sport aujourd'hui. On a fait le tournoi officiel de l'Euro 2016 et c'est plutôt des gens comme Adidas, Coca-Cola ou des gens effectivement qui vendent des produits autour du sport qui vont être intéressés par ce qu'on fait. Sur le reste, effectivement, on va plutôt travailler sur la cible éditeur et on va leur dire quand la personne est en train de jouer à Call of Duty, elle n'est pas en train de jouer à votre jeu, donc ciblez-la parce qu'elle joue à des jeux de tir et auquel cas, vous avez peut-être des jeux en catalogue qui peuvent fonctionner. Donc, on va travailler différentes cibles. Le deuxième élément, c'est qu'on peut travailler avec des sujets qui sont absolument pas liés à Call of Duty. Si on sait que les gens en micro-paiement, par exemple, ils payent dans les jeux. Aujourd'hui, vous avez des jeux gratuits et vous payez sur votre mobile en micro-paiement. On va travailler avec les banques. On va dire, par exemple, Orange Money en Afrique, c'est un système pour payer. On va dire, tous les gens, finalement, qui veulent participer à des événements que nous, on organise pour les marques, eh bien, finalement, on va leur dire, vous payez qu'avec ce système-là. Et on va créer de l'acquisition user pour des banques, par exemple, parce qu'on a fait un tournoi Call of Duty. Voilà. Une autre question. T'as pas peur qu'en rémunérant les joueurs, tu biaises du coup la donnée d'entrée que tu fournis à tes marques ? En fait, je fonctionne sur de la donnée, c'est pas de la donnée qu'eux vont rentrer. Nous, on fonctionne sur des systèmes d'API. Pour faire simple, quand vous jouez sur PlayStation, par exemple, vous dépassez un niveau, vous allez gagner un petit trophée. Ça, c'est partageable sur les réseaux sociaux. Nous, on se sert de ces API-là. 10 secondes. Ouais, ces API pour en gros récupérer automatiquement toute la donnée des joueurs. Et donc, c'est de la donnée fiable, en fait. On va pas avoir de la donnée biaisée et on ne paye que ceux qui donnent de la donnée profonde. J'ai peut-être pas correctement répondu. Merci beaucoup WGF. On vous applaudit, on vous applaudit. Merci pour ce pitch. Si le jury a envie de continuer la discussion, il peut sortir une carte débrief zone et appeler la start-up qui lui a plu, avec qui il a envie de continuer la discussion dans la débrief zone. On enchaîne avec TipTok. On accueille TipTok, on l'applaudit. C'est parti pour un pitch d'1 minute 30. Bonjour à tous, je suis Thomas, cofondateur et CEO de TipTok. Tous les jours, je fais un métier génial et je suis ravi de vous présenter. Chez TipTok, en fait, on apporte le meilleur de la restauration française, les Français diraient du monde, en entreprise. On apporte les restaurateurs bistronomiques, les restaurateurs gastronomiques au bureau, chez lesquels vous adorez aller déjeuner ou dîner. En fait, c'est très simple. On réalise toutes les tâches effectuées par un traiteur classique, à l'exception de la cuisine, que l'on préfère confier à nos chefs partenaires qui produisent eux-mêmes dans leur restaurant. Cela donne des plats hyper qualitatifs, produits par des restaurateurs locaux, que vous pouvez déguster au sein de vos bureaux grâce à notre packaging innovant qu'on a développé et fait déposer. Cela permet en plus à nos clients de valoriser des acteurs qu'ils connaissent plutôt que d'acheter un plateau repas fabriqué dans une zone industrielle en banlieue qui est plus cher et moins qualitatif. On veut d'ici 5 ans redistribuer 80% des flux générés par le marché du plateau repas vers ces artisans que sont nos chefs partenaires et ainsi favoriser le marché local. Merci à tous. Je reste à votre disposition si vous avez des besoins en restauration dans votre entreprise. Merci TipTok. Merci pour ce pitch. Question de la part du jury. Bonjour. J'avais 2 questions. La première, c'est sur le pricing. Et la deuxième, c'est comment est-ce que ça fonctionne au sein des entreprises. Est-ce que c'est de la commande groupée ou est-ce que c'est de la commande individuelle et comment vous gérez la livraison derrière? On est sur un plateau repas qui est en moyenne à 27 € hors taxe. Sur lequel nous on redistribue un tiers au restaurateur qui marge lui-même à 50% dessus et nous on a 20% de frais de packaging et de livraison qui nous laisse une marge après livraison de 44% en moyenne. Et sur la commande? Et sur la commande, on a 2 types de commandes. On a soit des types abonnements qui commandent toutes les semaines pour 10-20 personnes pendant des réunions, ou alors on peut grouper les commandes pour une entreprise, il n'y a aucun problème. Mais on est majoritairement sur... on répond à une demande de plateau repas pour des comités, pour des réunions, pas forcément pour le particulier au sein de l'entreprise.
Merci. D'autres questions? Il y en a une ici. Est-ce qu'on peut faire tourner le micro? Merci. Oui, en fait, votre vraie différence, c'est de faire appel à des chefs pour des traiteurs dans les entreprises. Comment vous les attirez, ces chefs, et comment eux, ils acceptent de travailler avec vous, et surtout peut-être de biaiser la qualité de leurs produits, parce que peut-être que le temps de livraison va avoir un impact sur leur plat et que du coup, il y a un risque pour leur renommée. Il reste 15 secondes. Nous, du coup, on est sur une chaîne de qualité. À partir du moment où ça sort chez le restaurateur, on livre nos plats uniquement froids, ce qui permet de garder les plats à 3 degrés. On respecte la chaîne du froid tout au long pour redistribuer le dressage au client final. Lui le réchauffe ou pas à la fin. Merci beaucoup TipTok, merci. Merci pour ce biche, on peut l'applaudir. Et on enchaîne tout de suite avec Padam qui vient pitcher son projet. 15 startups en compétition. À la fin de cette session, il y a un coup de cœur désigné par le jury. Je viendrai aussi dans le public pour voir si vous avez été attentifs et si vous avez des coups de cœur. Peut-être que ce sera Padam. 1 minute 30, c'est parti. Bonjour à tous, Grégoire Bonnat, je suis cofondateur de Padam. Padam, on utilise l'intelligence artificielle pour transformer le métier d'opérateur de bus. Alors, il faut voir qu'en Europe, aujourd'hui, 40% des trajets en bus sont réalisés dans des zones peu à moyennement denses, c'est-à-dire environ 3 milliards de trajets par an. Et sur ces zones-là, eh bien, en fait, avec les lignes fixes et les horaires fixes, tels qu'on les opère aujourd'hui, on a des grosses sous-optimisations. Donc, on a des bus de 50 places qui, jour après jour, transportent 1, 2, 3 personnes à bord. Ça coûte une fortune et l'expérience utilisateur derrière, elle n'est pas terrible parce qu'on a des fréquences de passage qui sont faibles et pas d'informations voyageurs. Alors nous, avec le transport à la demande, on optimise en temps réel ces lignes de bus. Donc on a développé une IA qui permet de faire des gains d'exploitation jusqu'à 30%. Et côté client, une application client qui permet de réserver, de suivre son trajet aussi facilement que si on prenait un taxi ou un Uber. Alors aujourd'hui, on propose 2 produits SaaS à nos clients opérateurs de transport. Il y a Padam Lab, qui est un outil de simulation qui permet de designer, de concevoir ces services. Et Padam Live, une plateforme d'exploitation clé en main, complète et en marque blanche, qui comprend donc les apps clients, conducteurs, tout le back-office. Donc en fait, cette couche d'optimisation, de dispatch, d'informations qu'on leur délivre, elle représente aujourd'hui 50 centimes par trajet, c'est-à-dire que le marché potentiel en Europe, c'est un revenu annuel récurrent de plus de 1,3 milliard d'euros. Donc on est déjà déployé en Royaume-Uni et en France, donc on travaille avec les plus grands opérateurs de transport et on cherche aujourd'hui 2 millions d'euros auprès d'un fonds qui aura une sensibilité SaaS, voilà, SaaS, intelligence artificielle, voiture autonome. Merci Padam, merci pour ce pitch. Les questions de notre jury, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que là où tu es déployé, tu as une augmentation du taux d'occupation des bus? Ça donne quoi dans la vraie vie? Complètement. Alors, on a par exemple un service qu'on a déployé récemment en Île-de-France, vers Saint-Nom-la-Bretèche, si ça vous parle. Et on fait déjà, en fait, au bout de la 2e semaine, on faisait déjà plus de trajets que ce qu'il faisait avant avec des lignes fixes. Donc on a vraiment transformé le métier et on a permis d'augmenter la demande hyper rapidement sur ce territoire. Et côté chauffeur, la réglementation n'est pas trop contraignante pour les heures de conduite, pour la flexibilité? Alors, non, ça c'est pas du tout un problème. Il faut voir qu'aujourd'hui, nous, on cherche pas forcément à transformer le business model du transport en commun. Nous, notre client, c'est l'opérateur de transport. On leur permet juste d'opérer d'une manière complètement différente, qui va leur faire des gains d'exploitation et améliorer l'expérience utilisateur. Oui, c'est quoi les différenciateurs en termes de valeur ajoutée pour le client final par rapport à toutes les plateformes de covoiturage courte distance qui se développent dans ces zones justement qui étaient mal desservies? Alors, ça va pas être du tout le même niveau de fiabilité et de disponibilité. Là, il faut voir que sur ces zones-là, c'est le transport en commun officiel. Donc, quand je parle de Flexigo en Ile-de-France, c'est sur le pass Navigo, en fait. Donc, déjà, ça coûte pas cher du tout. Et surtout, il y a une vraie fiabilité. C'est un transport qui vont prendre vraiment au quotidien. Voilà, simplement. Une toute petite question, dernière question, très rapide. Très rapide. Merci. Pour générer je sais pas si vous prévoyez du coup le flux de personnes qui cherchent à utiliser le bus. Ouais. Est-ce que du coup vous faites de l'analytics derrière de data que vous générez, ou est-ce que on doit faire une réservation pour le bus pour être ma question n'est pas claire. Alors, on utilise beaucoup de données de manière générale. On le fait en amont avec notre outil de simulation. En aval, on fait beaucoup de business intelligence. Et après, côté expérience utilisateur, à partir du moment où vous réservez, votre trajet est garanti, quoi. Il n'y a pas d'incertitude là-dessus qui doit peser sur l'utilisateur. Ok.
Merci beaucoup, Padam. Merci. On vous applaudit. Merci. Et on accueille tout de suite, sur la scène du Marathon Pitch, Quantum. Quantum, sur la scène du Marathon Pitch. On vous applaudit. Wouh! Ok. 1 minute 30 de pitch. C'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Lecomte. Je suis président cofondateur de Quantum. Quantum, c'est une société qui est spécialisée dans la conception de solutions connectées. Et on accompagne aujourd'hui l'industrie du tourisme et du loisir dans la transformation digitale de leur débit de boissons. On aime se définir comme le point de rencontre entre deux mondes, la technologie et la mixologie. La mixologie, c'est un art incarné par une personne qui s'appelle un mixologue, qui est capable d'associer des ingrédients dans des dosages précis en vue de créer un cocktail. Et en associant ces deux mondes, on a voulu créer un nouveau concept pour une nouvelle expérience de dégustation. Le problème des mixologues aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas les cloner et donc on ne peut pas diffuser leur savoir-faire dans tous les lieux où ils ne sont pas présents. Donc on a travaillé avec ces chefs barman pour créer la première solution qui automatise la création de cocktails grâce à une machine connectée, à des flacons intelligents et une carte de dégustation digitale. En fonction de la recette souhaitée, il vous suffit de cliquer sur la recette et une technologie de mélange unique et brevetée va en quelques secondes émulsionner les ingrédients et vous servir un cocktail. C'est la garantie d'un cocktail de qualité, du premier au 10 millième cocktail, et la possibilité de déployer une offre cocktail facilement, avec un cocktail avec ou sans alcool, adapté à chaque moment de la journée. On a envie d'avoir cette machine à la maison, mais ça prend du temps. Et donc aujourd'hui, on cible les professionnels sur 3 segments, le catering, l'hospitality et le retail. Ça donne des cas d'utilisation tels qu'un cocktail de bienvenue dans un hôtel, pour le petit déjeuner ou encore pour une soirée privée. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Parce qu'on lance des phases de pilote commercial dans différents pays avec des grands comptes et on recherche aujourd'hui des fonds pour un scale-up commercial. Merci Quantum, merci. Merci beaucoup pour ce pitch. Question avec le jury, il y a un micro là que vous pouvez faire passer. Bonjour, combien coûte votre machine et comment vous comptez la vendre exactement? Est-ce que c'est B2B, B2C ou les deux? Alors je me permets, pour les jurys et les startups, parler bien près du micro, essayer de parler distinctement, parce qu'on nous suit aussi sur Facebook et on nous a fait des retours comme quoi on vous entendait pas bien côté startup, côté jury aussi. Merci. Alors notre cible, c'est le B2B, les professionnels, les organisateurs d'événements, les agences de communication, les hôtels, navires de croisière, casinos. Le business model, il est assez simple. C'est une machine qui est mise à disposition contre un coût d'installation et ensuite une redevance par cocktail service. Et puisqu'on est sur des clients premium, on propose tout un tas de services associés pour créer une expérience cocktail sur mesure, la personnalisation de l'application, la création de recettes, la création d'un display. Une autre question. Comment vous chargez cette machine à cocktail? Aujourd'hui, nos clients rechargent avec leurs propres ingrédients. Donc soit ils ont les ingrédients, soit on leur donne accès sinon à notre base de fournisseurs boissons, puisqu'on collabore directement avec les producteurs de boissons. Et bien évidemment, on réfléchit au lancement d'un consommable sur des ingrédients inédits pour agrémenter les recettes. 15 secondes. Bonjour. L'équipe innovation de Pernod Ricard est en train de développer une sorte de bibliothèque à cocktails. C'est quoi votre vraie différenciation par rapport à cette innovation? Alors, Pernod Ricard développe effectivement le projet Gutenberg, qui est une bibliothèque de spiritueux. Donc l'idée, c'est de repositionner le spiritueux à la maison. Nous, on est vraiment un assistant pour transformer un personnel de salon, de lounge ou encore un consommateur final en mixologue qualifié, capable de créer un cocktail en quelques secondes. Donc on a 2 axes différents. Là, on crée son cocktail soi-même avec Gutenberg. Nous, on automatise la création. Merci Quantum, merci beaucoup. Merci pour ce projet. Le marathon pitch, ça continue. Il y a un coup de cœur à la fin de cette session. Est-ce que le business model tient la route? Est-ce qu'il y a une opportunité de marché qui est conséquente? Est-ce que la personne qui est sur scène réussit à nous embarquer dans son histoire, dans son énergie? Est-ce qu'elle y croit? On accueille Insider. Non, pas Insider. On accueille Green Switch Meridian sur la scène du Marathon Pitch, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le faire? Un bel accueil chaleureux. C'est parti pour 1 minute 30 de pitch. Merci. Bonjour, je suis Marc Bazenet, fondateur de Green Switch Meridian. Notre ambition, c'est de révolutionner le transport de marchandises dans Paris en utilisant la Seine comme autoroute logistique.
C'est un projet qui répond à 2 attentes du marché. Les villes qui veulent faire baisser le trafic, la pollution, la congestion, et surtout les grandes enseignes de distribution et e-commerce qui tiennent absolument à maîtriser le coût et le délai de la livraison, tout en s'adaptant à des contraintes réglementaires de plus en plus drastiques. En centre-ville, la voie d'eau peut multiplier ses flux par 4. Mais le nombre de ports acceptant les marchandises est limité. Nous avons pris des accords sur des ports stratégiques et disposons désormais d'innovations de process que nous avons pu développer en collaboration avec le cluster logistique urbaine en Île-de-France, un cluster que j'ai la chance de présider depuis 2013. Des innovations qui ont été plusieurs fois primées et labellisées et qui nous permettent aujourd'hui d'assurer un service de livraison multimodale route-fleuve-route, un seul interlocuteur, ce qui est une première sur le marché, un seul prix compétitif avec la livraison tout routière et un gain RSE qui se traduit par 30 à 50% d'économie sur les émissions de CO2, les particules, le bruit et la congestion. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver en 5 ans à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros pour 1 million de résultats nets en couvrant Paris et 2 villes de province. Nous procédons à une première levée de fonds d'1 million d'euros pour financer le pilote commercial. Merci Green Switch Meridian. Merci beaucoup pour ce pitch. Merci. Les questions du jury. Le micro est là. Bonjour. Bonjour. Dans le transport, il y a un enjeu de ponctualité et de service assuré tout le temps. Or, les fleuves ne sont pas toujours navigables et c'est clé pour la logistique de e-commerce notamment. Comment vous restez compétitif par rapport à la rupture de charge que ça peut représenter? Alors, les problèmes en cas de crue faisaient partie des objections que nous avions identifiées dès 2013. Lorsqu'il s'agit de vendre du fluvial, il y a forcément un pré-acheminement routier et un post-acheminement routier. En cas de crue, nous donnons rendez-vous au premier camion en centre-ville pour qu'il rencontre le deuxième camion. Et nos chariots élévateurs qu'on a pris soin de prendre au gabarit routier qui sont sur les ports viennent faire le cross-dock, gros camion, petit camion. Le prix est intégré dans le coût du contrat sur 3 ans. Une autre question? Une question. Bonjour. Quelle partie aujourd'hui du marché de transport intra-urbain à Paris vous pensez être adressable par les voies fluviales du coup? Alors sur le fluvial, nous avons 4 marchés cibles qui sont les réassorts des supérettes. On a un réassort d'à peu près 4-6 palettes par jour en moyenne sur 1000 points de vente. Nous avons les commandes e-commerce. 15 secondes. Nous avons la collecte de déchets propres et les retours e-commerce. Et ça représente combien en valeur? En valeur, ça va secondes. représenter... Alors, en valeur, en couverture de marché, on a une estimation à 7% de couverture de marché sur 15 millions d'euros. Merci Green Switch Media. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Merci pour ce pitch. Eh ben, on enchaîne immédiatement avec Agile qui me rejoint sur la scène du Marathon Pitch. Agile, prêt ou pas? Prêt? Prêt. On vous applaudit et c'est parti pour 1 minute 30 de Bonjour, pitch. vous m'entendez? Bonjour, je m'appelle Gilda Duval, je suis cofondateur de la société Agile Technologies, une start-up qui a été créée par une équipe de professionnels du marketing, de la publicité et de la technologie digitale. On a créé Agile et Agility, la solution pour répondre à la complexité auxquelles font face aujourd'hui les directions marketing et notamment dans les grands groupes. En effet, avec l'arrivée du digital, c'est toujours plus de contenu à produire dans plus de pays, sur plus de supports, plus de formats. Et il faut comprendre dans un environnement technologique qui devient de plus en plus complexe. Il y a aujourd'hui plus de 5000 outils et technologies marketing qui sont déployés dans les entreprises pour livrer leurs campagnes. Ça représente 50 milliards de dépenses à l'horizon 2020. On a créé Agility, donc Agility c'est la plateforme qui permet de connecter tous ces outils et tous les acteurs afin de faciliter la collaboration dans la production des campagnes publicitaires depuis le brief stratégique, le brief créatif jusqu'à la livraison des campagnes aux médias. On intègre aussi un module de reporting permettant de mesurer la performance des campagnes. On a démarré il y a 3 ans 15 secondes. en R&D. On déploie aujourd'hui dans des grands groupes
en France, en Grande-Bretagne, soit en direct, soit à travers d'agences de communication. Et on ouvre notre capital actuellement pour accélérer notre développement, notamment en matière de R&D et dans le développement de notre équipe commerciale et marketing. Je vous remercie. Merci Agile Technologies. Question de la part du jury. Une question. Bonjour, merci. En ordre d'idée, elle coûte à peu près combien votre solution si on doit la rajouter au-dessus de tout ce que les entreprises payent déjà? On a un panier moyen, une idée. Ça va de 30 000 euros par an à 200 000 euros par an en fonction du volume de la quantité des déploiements, de la taille des déploiements. Une autre question. Oui. Votre outil est disponible pour les services marketing et publicitaires. Est-ce qu'un déploiement dans d'autres services, RH, innovation, serait possible ? On pourrait le faire. D'ailleurs, on vient de me solliciter pour un projet dans un domaine un peu différent. Dès qu'il y a du workflow, du process, ceci dit, il y a un environnement concurrentiel tel au niveau des solutions de gestion de process d'entreprise. Notre valeur ajoutée, elle est, pour l'instant, on se concentre sur ces départements-là, comme marketing et publicité. Une dernière question. Quelle est votre différenciation par rapport aux outils existants sur le workflow, justement, chez les agences ou les équipes marketing? Comme quoi, comme Quelle est votre différenciation par rapport aux outils actuels? La facilité de déploiement. Aujourd'hui, on a déployé récemment une grande marque française sur des flux de publication de publicitaires avec 10 jours de setup. Et notre ouverture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des connecteurs sur plus de 90 technologies marketing différentes, que ce soit des technologies de post sur les réseaux sociaux, des publicités des technologies de programmatique, dont une grande ouverture et une grande simplicité de déploiement et d'utilisation. Merci beaucoup Agile Technologies. Merci, on l'applaudit bien fort. Et on accueille tout de suite une autre start-up sur la scène du Marathon Pitch. C'est Ad Safety First. J'appelle Ad Safety First sur la scène. On applaudit, on lui donne de la force. 1 minute 30 de pitch, c'est parti. Bonjour à tous. Alors sur Ad Safety First, on lutte contre la fraude sur le mobile. La fraude sur le mobile, c'est 26 milliards qui impactent la chaîne de monétisation mobile. Les éditeurs, les régies publicitaires, les annonceurs, les moyens de paiement. La réaction du marché vis-à-vis de cette fraude, c'est de se recroqueviller. Les partenaires bossent avec moins de partenaires. Je craque. On peut reprendre du début. Ouais. Il y aura moins de temps, en 1 minute. Ouais. Non, mais je vais enchaîner. Donc, il y a une double peine pour les partenaires qui bossent qui sont victimes de la fraude sur mobile. C'est une perte de chiffre d'affaires et c'est le fait qu'ils sont dépendants des GAFA parce qu'ils bossent avec moins de gens. Parce que pour se limiter vis-à-vis de la fraude, ils réduisent leurs investissements. Ce que l'on fait chez Ad Safety First, c'est qu'on retourne les outils des fraudeurs contre eux. Et donc, on a développé un réseau de bots international dans 16 pays avec 70 opérateurs télécoms qui scrutent l'état de la fraude et nous permet de prévoir les fraudes à venir. Nous, notre vision, c'est que au niveau de la fraude, on n'est pas obligé de limiter l'usage pour protéger les utilisateurs. Avec des bonnes solutions technologiques, on peut garder des usages et des cas d'utilisation sympas. Voilà. Désolé pour les petits bugs. Merci Ad Safety First. Normal, hein. C'est un exercice qui est pas évident. Mais question-réponse avec le jury pour donner un peu plus d'explications. J'ai du mal à comprendre ce que tu appelles fraude sur mobile. Ça correspond à quel use case? Alors, par exemple, c'est quand tu es sur un site que tu aimes bien et d'un seul coup, tu es redirigé vers un truc qui te dit tu as gagné un iPhone. C'est par exemple quand tu utilises une application et que d'un seul coup tu reçois un SMS qui te dit que tu as payé quelque chose. Voilà, c'est par exemple la semaine dernière, tous les téléphones Alcatel qui se sont retrouvés infectés par un malware, Galerie, et qui se sont retrouvés à créer des faux clics chez tout un ensemble d'éditeurs. Et donc du coup, vos bots, comment est-ce que concrètement ils vont réussir à lutter contre ça? Alors, nous on fournit une solution SaaS
aux éditeurs, aux annonceurs, aux régies publicitaires, qui permet de vérifier si les publicités sont malveillantes ou pas. Et nos bots tracent et sourcent tous les cas de fraude qui peuvent exister pour avoir des signatures de fraude, de façon à ce que notre API puisse checker vis-à-vis de cette signature si on est face à une malveillance ou pas. Voilà. D'autres questions? Pour Ad Safety First, une autre question, une dernière question. Bonjour. Sur les cas pour les clients, comment est-ce que vous intégrez? Comment est-ce que vous les démarchez? Comment est-ce que vous... Alors c'est assez facile. Par exemple, on va voir un opérateur de paiement et on va lui montrer qu'il y a une fraude en cours sur son moyen de paiement. Et on lui montre qu'avec un appel API chez nous, il pourrait vérifier si la transaction est authentique ou pas. Donc ça, c'est un use case assez facile. L'autre use case, c'est d'aller voir un éditeur ou une régie publicitaire et lui dire « Regarde ce que tu laisses passer sur ton réseau ». Merci, Ad Safety First. On vous applaudit, merci. Alors, pitcher, c'est vrai que c'est pas un exercice facile, c'est un temps record. Il faut amener de l'histoire, il faut amener des chiffres, il faut balancer, quoi. Mais voilà, c'est l'épreuve du feu pour toute start-up qui se respecte. Donc, on enchaîne avec la start-up suivante. TDP, qu'on accueille chaleureusement, donne de la force. Voilà, exactement, on donne de la force parce que c'est pas facile d'être sur scène et on en a besoin de l'énergie. Bonjour à tous. Top. Je suis très content d'être là. Je vais commencer par vous poser une question très simple. Je vais demander de lever la main à tous ceux qui ont déjà déménagé au moins une fois dans leur vie. Waouh, vous êtes beaucoup. Et en réalité, vous êtes plus que ça. Vous êtes 3 millions à déménager par an en France. Sauf qu'il y a 25% seulement de ces 3 millions, donc un quart, qui font appel à un professionnel. La raison est très simple, c'est le prix. Un déménagement, c'est entre 1000 et 1500 euros. C'est très cher. Et c'est la troisième cause de stress en France, ce déménagement. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres alternatives. Il y a des agences de location. Bon, c'est anxiogène. Il faut des papiers, il faut encore une caution. On peut louer un camion aussi chez le Bon Coin, mais bon, on n'a pas trop de fiabilité. On ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de garantie, on n'a pas d'assurance. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de solutionner cette problématique en inventant le déménagement participatif. Le déménagement participatif, c'est le fait de permettre aux clients de réduire le coût de chaque déménagement en faisant participer ses amis ou ses proches à leur propre déménagement. On a 10 euros de réduction par personne participante. Je sais pas, désolé, je tremble, mais c'est une habitude. J'ai un peu de stress aussi, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. 10 euros par personne, du coup, par personne participante. Et si vous voulez, l'idée, c'est de rendre plus accessible le transport et le déménagement, donc en prenant l'intérêt économique au service de l'intérêt général et social. Voilà, donc je m'appelle Salah Didouche et je suis le fondateur du TDP, qui veut dire le transporteur du pauvre, du peuple, des potes ou alors des pros. Parce que grâce à la technologie, on solutionne aussi certaines problématiques pour certains grands groupes, notamment des sociétés du CAC 40. Je suis désolé pour le... Je peux changer de main, ça reviendra au même. Je suis désolé Merci TDP. Transporteur du pauvre. Un peu de stress, mais comme j'ai l'habitude de pitcher... Oh, c'est bien, là. On est on tracks, là. On est OK. On est on flic. Merci. Question-réponse avec le jury, c'est maintenant. Merci. J'ai pas très bien compris le business model ou l'incentive pour qu'une personne, en tout cas ouais, l'incentive plutôt, pour qu'une personne ait envie de participer au déménagement via la plateforme. Alors nous, on est une société de transport et de déménagement. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des camions avec des chauffeurs, des déménageurs professionnels. On n'est pas une plateforme de mise en relation. Donc on a toutes les assurances nécessaires, on a les licences qui sont délivrées par la DRIEA, qui est la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement. Et voilà, donc ce qu'on permet aux clients, c'est de solutionner toutes ces problématiques de déménagement et de transport, parce que ça coûte 1000 à 1500 euros, c'est très cher, c'est anxiogène, etc. Faut savoir qu'on est une des sociétés les moins chères en France. Voilà, à ce niveau-là. D'autres questions ? Du coup, c'est quoi le prix d'un déménagement avec vous ? On a un panier moyen à 115 euros. Et en fait, on fait du transport au sens large. Nos prix démarrent à 25 euros. C'est-à-dire que vous pouvez très bien transporter une machine à laver ou alors transporter un meuble, un canapé acheté chez le Bon Coin ou chez les copains suédois à partir de 25 euros. Voilà. Donc on fait du transport au sens large, mais le cœur de notre projet, c'est le déménagement participatif. 15 secondes. Voilà.
Dernière minuscule question, vraiment très Du coup, rapide. je rebondis sur les autres questions. Pourquoi le concept de déménagement participatif, donc pourquoi un voisin va venir nous aider à déménager? C'est vos proches qui vous aident, c'est votre ami, c'est vos amis, votre famille. Ils sont pas payés, quoi. Non, ils ont 10 € de réduction à chaque fois. Les réductions sur quoi? Sur le déménagement. Ok. Merci TDP, merci pour ce pitch. On vous applaudit et on continue dans ce rythme avec prochaine start-up à monter sur la scène du Marathon Pitch. Il y aura un coup de cœur parmi les 15 start-up qui ont été présentées aujourd'hui. Peut-être que ce sera Money Time qu'on applaudit. 1 minute 30 de pitch, c'est parti. Bonjour à tous, Jonathan Berkowitz, dirigeant de Money Time. La question a été posée de savoir ce que représentait le petit commerce aujourd'hui. Eh bien, 3 réponses ont eu lieu à cette question. C'était la proximité, la confiance et surtout des commerçants sympathiques. Malheureusement, ces petits commerces sont en déclin aujourd'hui au profit des grands de la distribution et des géants d'Internet. Money Time, c'est quoi? C'est justement une boîte à outils qui va leur être donnée à ces petits commerces que nous appellerons sellers, qui va leur permettre d'avoir leur vitrine virtuelle via notre application, où le particulier va se retrouver à passer commande de son petit commerce sur notre application. Grâce à notre API et grâce à l'application que nous avons développée, il va être également mis en relation avec ce que nous appellerons chez nous un timer, qui n'est autre qu'un livreur, qui reçoit en simultané les commandes. Et ces 3 acteurs vont faire que le particulier sera livré dans un temps qui sera imparti en moins de 30 minutes et dans une proximité, ce qui nous permettra d'avoir une course qui sera très peu onéreuse. Au niveau du business model, le prix de la course, qui est à 97% pris en charge justement par les sellers qui ont accepté de jouer le jeu, sera réparti en 2, c'est-à-dire 75% qui iront chez le timer qui est notre livreur et 25% qui iront à la société Money Time. Merci Money Time pour ce pitch. Merci beaucoup, on vous applaudit, bravo. Question-réponse avec le jury maintenant. Bonjour. Vous en êtes où dans le développement commercial aujourd'hui? C'est gentil d'avoir posé la question parce que j'ai pas eu le temps de le dire dans 1 minute et demie. Donc, dans le développement commercial, aujourd'hui, l'application, elle est déjà sur les stores. Elle est sortie depuis 5 mois. Il faut savoir que nous travaillons déjà. Depuis 5 mois, on a déjà réalisé 20 000 missions. On a environ 380 magasins d'e-sellers qui sont partenaires avec nous. Et on a quelque chose comme 400 timers qui tournent pour nous, entre autres. Une autre question. Comment vous différenciez de la concurrence qui font de la smart delivery, short delivery, comme des Stuart par exemple ou... Alors tout à fait, c'est très bien. Je ne vais pas dire que c'est... Comme vous l'avez dit, dans ce type de concurrence, on n'est pas exactement sur le même domaine, puisqu'ils vont faire, par exemple, Stewart va faire de la livraison directe. Là, nous faisons également de la livraison directe, mais la différence, c'est que le particulier a la possibilité de passer directement commande. Donc, non seulement il passe commande, et la commande, on va la livrer. Donc, on fait, si vous voulez, le package, la totale. Comme Glovo aussi, quoi. Exactement. En fait, nous avons rassemblé justement plusieurs services et ce qui va permettre de tout proposer aux clients. Merci beaucoup, Money Time. Avec plaisir. Merci. Merci pour ce pitch. On enchaîne, on garde le rythme. J'appelle sur la scène du Marathon Pitch Tease It. Il reste plus que 3 startups sur cette 2e session. Il y aura un coup de cœur désigné par le jury en fin de session. Apparemment, Tease It a dû être bloqué par la neige. Ça arrive. Donc, j'appelle You2You sur la scène du Marathon Pitch. Yes. Bonjour à tous. Alors, c'est quoi, à votre avis, aujourd'hui, l'un des principaux enjeux du e-commerce? Je vais évidemment répondre moi-même à cette question. C'est la livraison du dernier kilomètre. Et pour être en train d'en parler assez activement avec eux, je peux vous dire que même des géants comme Amazon, c'était un gros souci pour eux. Donc, je vous laisse imaginer pour tous les autres opérateurs.
Donc U2U, nous, on a créé une solution unique pour fluidifier ce dernier kilomètre. C'est une plateforme de mise en relation avec des livreurs particuliers. Je vais faire un petit sondage pour illustrer. Là, qui dans la salle va tous les matins au même bureau et rentre tous les soirs chez lui pour aller dormir? Voilà, je vois que vous êtes quelques-uns. Vous faites partie de ces millions de personnes. On fait partie de ces millions de personnes à qui U2U, tous les jours, peut proposer de prendre en charge un colis sans faire de détour contre un petit peu d'argent. Et c'est ça la valeur de U2U. On est capable de capter cette communauté de gens, de vous capter, et non seulement vous capter, mais de vous proposer le bon colis, qui est lequel? C'est celui dont la destination finale correspond à votre trajet quotidien. Maintenant, le problème du dernier kilomètre, pour les grands opérateurs transporteurs, c'est quoi? C'est que eux, tous les jours, ils frappent des dizaines de milliers de fois à des portes closes. Donc c'est des livraisons non garanties, des clients mécontents, vous connaissez l'histoire. Nous, on a un taux de réussite de nos livraisons de 99%. Donc je vous laisse deviner à la porte de qui les opérateurs tapent aujourd'hui. C'est évidemment la nôtre. 15 secondes. Et parce que depuis 2 ans, on a réussi 100 000 livraisons de colis, avec une communauté aujourd'hui de 36 000 livreurs particuliers. Et surtout, le premier de ces opérateurs, DHL, nous fait confiance et nous a confié la livraison de son dernier kilomètre. Donc, si vous croyez à ce modèle comme DHL croit en nous, mon petit conseil du jour, n'hésitez pas à investir pour financer notre croissance qui va nous permettre de devenir la plateforme de référence européenne, si ce n'est mondiale, du dernier kilomètre. Merci. Merci U2U. Merci. On passe aux questions. Alors, hop. Voilà. Bonjour, merci pour ta présentation. Est-ce que tu crois que tu déportes pas un petit peu le problème en la mettant en fait dans les mains du livreur et se retrouver face à la porte close du livreur particulier? Non, parce qu'on a prévu ça dans le parcours et qui est validé encore une fois par DHL. Enfin, ils nous font confiance et pas juste sur papier. On l'a testé avec eux sur 1000 livraisons. La façon dont ça se passe, c'est qu'ils nous déposent dans un point de picking un certain nombre de colis à livrer dans un rayon de 1 km autour du point de picking. Nous, on envoie un SMS au client final avec une proposition de choix de créneau de livraison. Et donc, dès lors qu'ils répondent au SMS, ils choisissent un créneau d'1 heure dans lequel ils savent qu'eux, ils seront à la maison. Ça déclenche la livraison de notre côté. Et donc, on se présente à leur porte dans l'heure où ils ont dit qu'ils étaient là. Et on a opéré cette expérimentation sur 1000 livraisons avec DHL. Et donc, le 99% de taux de réussite dont je parlais, c'est celui-là. Et en gros, 100% des clients qui répondent au SMS sont livrés sans problème. Une autre question pour U2U. Tac. Voilà. Combien gagne le livreur particulier? Alors, en moyenne, le livreur particulier gagne 6 € sur la moyenne de nos 100 000 livraisons. 15 secondes. Ah, là, il reste 5 secondes, donc ça sera oui ou non, la réponse. Oui, non, c'est la question. Bonjour. Bonjour. À quoi ressemblent les livreurs qui sont en C2C? Déjà, je trouve ça un peu pénible de gérer ses propres colis, donc qui c'est qui s'occupe de ça pour les autres? Très rapidement. Ils ressemblent à vous et moi. En fait, le principe, c'est vraiment un colis sans détour. C'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent chez eux, on leur donne le colis à livrer chez un voisin, en gros, dans le quartier. Donc, ils ressemblent à n'importe qui dans la salle, les livreurs. Merci, U2U. Time Merci. is up. Ok, on vous applaudit bien fort. Il reste une start-up, ensuite le jury ira délibérer, choisir son coup de cœur. Moi, je passerai dans le public pour savoir s'il y a un coup de cœur qui se dégage dans le public, pour faire un petit sondage. On accueille la dernière start-up, elle ferme le bal, on lui donne tout le love qu'on a. C'est que j'invite à me rejoindre maintenant sur la scène du Marathon Pitch. Ok. Ilway n'est pas là. Donc du coup, on va passer directement aux délibérations. Je ne vois pas Ilway. Ah ouais. Faut être on time pour le pitch. On passe aux délibérations. Merci à tous. On se retrouve dans 3 minutes. 3 minutes pour connaître le coup de cœur de cette session. Il y a eu 15 startups qui se sont affrontées sur cette scène. Donc, les membres de notre jury, c'est des fonds d'investissement.
Entreprendre pour désigner le coup de cœur de cette session. C'est vous que j'appelle. Donc, Léa Ponce de Réseau Entreprendre. Alors, c'était difficile ? Oui, c'était difficile parce qu'on n'avait pas les mêmes avis. Un peu déçu de n'avoir aucune femme pitcher sur cette session, mais bon, on se rattrapera tout à l'heure. Ah ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a déjà eu 2 coups de cœur des femmes. Hein. C'est ça. Donc pas là, donc oui, c'était un petit peu difficile de choisir. On avait des avis un peu divergents, mais c'est bon, on a réussi à trouver notre coup de cœur. Un consensus. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a marqué chez ce coup de cœur le plus ? C'est quoi ? C'est le pitch, le projet, les deux en même temps ? C'est les deux en même temps. C'est un bon projet et puis présenté d'une bonne manière avec des chiffres intéressants. Et surtout, on pense qu'il y a du potentiel. Ok, alors, qui est le coup de cœur du jury pour cette 3e session cet après-midi du Marathon Pitch ? Donc notre coup de cœur est Padam. Padam, on accueille Padam sur la scène du Marathon Pitch. Bravo à lui. Bravo. La photo avec notre partenaire évidemment et les membres du jury que j'invite à venir se faire flasher sur la scène avec Padam. Padam, coup de cœur du jury pour cette session du Marathon Pitch. Hop, 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 hop. Voilà, Ah d'accord, donc le photographe organise. Donc, je rappelle que le coup de cœur remporte, au-delà déjà de pouvoir commencer des discussions avec ses investisseurs, remporte 2 places pour Viva Technologies 2018, une prise de parole en une des éco-sociétés et une formalité légale offerte par notre partenaire Éco-Formalité, les éco-formalités qu'on remercie chaleureusement. Voilà, merci à tous. Cette 3e session se finit. On va enchaîner, et ouais, avec une dernière session, un peu différente cette fois-ci, parce que cette dernière session, elle accueille... Là, on avait des startups en amorçage, des startups qui démarrent leur projet. Maintenant, on va rentrer sur des startups en développement. Donc qui ont déjà un peu plus de bagages, qui sont déjà un peu plus développés. Donc, les règles du jeu changent légèrement. Cette fois, c'est 3 minutes de pitch et non plus 1 minute 30. Donc, il y a un peu plus de temps pour les écouter. 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses avec notre jury d'investisseurs. À la fin de cette session, il y aura toujours un coup de cœur. Donc je compte sur vous pour être attentifs. On regarde le modèle éco, on regarde l'opportunité de marché et on écoute, on voit si la personne en face de nous nous fait battre notre cœur. Ok. On enchaîne tout de suite avec cette session start-up en développement, cette fois. 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses avec le jury. Prêt, on va accueillir la start-up qui va ouvrir le bal. Il s'agit de Garden. Garden qu'on applaudit sur la scène du Marathon Pitch. C'est parti. Merci beaucoup. 3 minutes. Merci beaucoup. Laurent Mur, donc fondateur de la société Garden. Alors si je vous dis, le jour où vous avez une problématique de pare-brise, un éclat sur votre pare-brise, vous allez penser forcément à Carglass. C'est le top of mind, c'est ce qu'on essaye de faire ici avec Garden, c'est pouvoir démocratiser finalement ce recours aux jardiniers paysagistes. Notre métier, l'entretien, l'aménagement et la création de jardins. C'est un futur réseau de jardiniers paysagistes franchisés en réalité. 2 ans d'existence, 1,4 million de chiffre d'affaires cette année, 50 collaborateurs. On a eu une belle progression jusqu'à maintenant, mais il y a un nouveau défi qui s'organise finalement autour de nous et au travers de nos grands partenaires que sont les distributeurs jardiniers, donc les jardineries en l'occurrence. Donc on a monté des partenariats très importants à partir de cette année et du coup on a besoin de fonds. Ces fonds sont faits pour développer l'entreprise évidemment, pour se structurer sur le plan national. La capacité de Garden, en fait, est d'attirer beaucoup de clients, finalement. C'est ce qui fait notre progression. Des clients sont des particuliers et des professionnels.
des entreprises, des réseaux. Et donc, ils sont tous attirés par une seule chose, j'allais dire, c'est la qualité de service. La qualité de la relation porte beaucoup d'importance au bonjour, au merci, au revoir. Et Dieu sait que sur ce domaine, qui est finalement un domaine assez artisanal encore, on a beaucoup de choses à faire. Et donc, on a énormément de défis devant nous, mais encore une fois, un marché qui est colossal. Donc, on a signé un premier contrat avec Botanique. Donc, on va être développé sur le réseau Botanique dans 65 points de vente. Donc, ça veut dire qu'en exclusivité, quand un client voudra avoir de l'aide pour la plantation de ses végétaux ou l'entretien de son jardin, on lui proposera Garden. Et donc 65 points de vente, c'est à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires par point de vente, entre l'entretien des espaces extérieurs et les services qu'on peut rendre à leurs clients. 65 x 50, ça commence à faire du monde. Mais on n'a pas que ça aujourd'hui, on a encore des accords avec d'autres distributeurs. Je vais citer Jardiland par exemple. Donc il y a un potentiel de 200 magasins. Donc on a 300 magasins comme ça à devoir équiper sur 2 ans, équiper avec notre présence. Donc ça veut dire former les équipes terrain, ça veut dire avoir des collaborateurs France entière. Aujourd'hui, on est développé sur les 5 principales agglomérations, de Lille à Marseille, Bordeaux, Toulouse. Je vous fais pas le détail. Il reste Paris et sa région qu'on ouvre au mois de septembre. Mais donc on va avoir besoin beaucoup plus de monde finalement. On va avoir Épinal, on va avoir Nantes, on va avoir La Rochelle, on va avoir Metz, Nancy. On doit développer tout ce réseau et donc les fonds vont servir à ça. Donc jusqu'à 2,5 millions. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir 2,5 millions, mais avec 2,5 millions, j'allais dire qu'on est confortable et on va pouvoir atteindre nos objectifs. C'est 5 millions d'euros. C'est ensuite 12 millions d'euros à 2 ans. C'est la marge de progression. Quand on a 300 magasins fois 50 000 €, je ne vous fais pas le détail, encore une fois, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ces fonds vont nous aider, encore une fois, à développer notre business. Aujourd'hui, on a cette problématique. Il y a vraiment une autoroute à 8 voies devant nous. C'est nos actionnaires déjà qui nous le disent. On a levé 1 million d'euros il y a 1 an. Et donc maintenant, il faut y aller, il faut remettre du carburant pour atteindre ce point d'équilibre qu'on atteindra l'année prochaine. Énormément d'investissements, pas que des emplois, on est en train d'ubériser le secteur. Ouais. Donc beaucoup de choses à faire quand même. Eh oui, 3 minutes écoulées. Merci Garden. Merci. Question-réponse avec le jury. 3 minutes. Bonjour, merci. La dernière phrase que vous avez dite, c'est on va ubériser le secteur. Du coup, est-ce qu'on doit comprendre que les jardiniers paysagistes, ils sont pas en interne chez vous, mais que vous avez construit une sorte de plateforme pour mettre en relation vos clients avec des jardiniers paysagistes que vous aurez au préalable sélectionnés et formés, mais qui ne sont pas sur votre payroll ? Oui et non. En fait, on a développé 50 collaborateurs sur le terrain pour asseoir le modèle dans les différentes agglomérations françaises, les principales agglos. Après, le développement, il est tellement important. En fait, on va petit à petit ouvrir le champ des possibles à des partenaires qu'on va accueillir. Donc, soit sous forme de réseau, soit des indépendants. Il y a beaucoup de discussions encore avec des leaders sur le marché pour justement pouvoir développer très rapidement. On a 150 villes à ouvrir en moins de 2 ans. C'est colossal. Et donc évidemment, on peut continuer à développer avec des profils collaborateurs salariés, mais c'est extrêmement coûteux. Ça prend énormément de temps aussi. Et donc finalement, on va accélérer notre croissance, puisque l'international nous attend aussi, accélérer notre croissance au travers de cette ubérisation. Donc des outils numériques, on les a déjà. Et puis maintenant, la mise en place d'un réseau de partenaires agréé Garden. Bonjour. Pour revenir sur la taille de marché, c'est quoi le budget moyen d'un client B2B et d'un client business et d'un client particulier pour avoir un jardinier? Alors c'est très variable puisqu'il y a des particuliers d'un côté et des professionnels de l'autre. Il y a de l'aménagement, de la création et de l'entretien. En réalité, le marché, c'est 5,3 milliards. Donc évidemment, il est colossal, il est bien plus grand que celui des pare-brises, comme je disais tout à l'heure. Un particulier va dépenser à peu près 2 500 €. En fait, c'est du service à la personne. On a l'agrément service à la personne de la Directe. 2 500 €, c'est le budget moyen d'un particulier qui va consacrer à son jardin. 5 000 €, c'est déjà un bon particulier. Après, il y a des particuliers qui nous font faire leur jardin. Alors, on va atteindre des budgets de 20 000 €, 30 000 € quand c'est pour aménager un jardin au complet. Et après, les entreprises, c'est assez infini. On entretient, on aménage des campings de 12 hectares. Et donc là, on arrive à des budgets de plus de 50 000 €, voire 100 000 €. Pour le budget des particuliers, c'est en annuel ou c'est en mensuel? Par an. Ok. Oui. On aimerait bien 2 500 € par mois, mais c'est pas encore. D'autres questions? Ici, pour Garden. Voilà. Du coup, sur ce marché, c'est quoi ton pourcentage de com? Comment est-ce que tu te rémunères auprès des acteurs quand tu es distribué en B2B2C ou en B2C direct?
B2B. En fait, justement, c'est l'enjeu de 20 la secondes. distribution. La distribution va nous permettre d'avoir un coût d'acquisition extrêmement faible, puisque c'est les distributeurs qui nous présentent à leurs clients. Jusqu'à maintenant, on habite 250 000 € par an de communication. L'année prochaine, on fera la même chose, donc 1,4 million. On est sur un pourcentage assez élevé, parce qu'on est dans une phase de croissance et on se fait connaître. En réalité, on a de plus en plus de bouche à oreille, et donc le coût de l'acquisition est de plus en plus faible. On est passé de 100 € à 50 €, et maintenant, on descend encore en dessous en coût d'acquisition. Merci Gardon, merci Avec beaucoup, plaisir. on vous applaudit. Merci. Gardon sur la scène du Marathon Pitch. On est sur une session avec des startups en développement, 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses. On enchaîne avec la startup Sourcing Force que j'accueille sur la scène du Marathon Pitch. On lui donne de la force à Sourcing Force. Ok, 3 minutes. Bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Olivier Audino. Je suis le fondateur donc de Sourcing Force. Sourcing Force, c'est une solution cloud de pilotage des achats pour les entreprises. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de donner la possibilité aux entreprises d'avoir un point unique d'achat pour l'ensemble des fournisseurs de l'entreprise et obtenir une seule facture par mois en termes de gestion administrative. Nos clients aujourd'hui, ça va de Biomérieux, Otis, on a tous les grands de la pharma, on a beaucoup d'industriels type Michelin, type Fiat, qui passent par la solution pour centraliser leurs achats. Une fois qu'ils centralisent leurs achats, les acheteurs peuvent prendre la main, piloter la dépense et vont pouvoir évaluer les fournisseurs pour optimiser à la fois les prix. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 15% de réduction de coûts en utilisant une solution comme celle-ci. Et c'est quasiment 50% d'amélioration de la productivité pour les salariés. On apporte aujourd'hui une vraie expertise dans les achats et un périmètre mondial. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui passent dans la solution pour lancer des consultations, des appels d'offres pour des fournisseurs qui sont partout dans le monde et qui proposent des services d'exportation multidevises, y compris des cartes bancaires virtuelles. Donc l'objectif pour nous, c'est de simplifier les achats pour les entreprises. Aujourd'hui, on est une quinzaine de salariés. On fait 100% de croissance depuis la création. Rien que l'année dernière, en 2017, on a fait 200% de croissance sur cette activité et on a un gros potentiel encore sur 2018. Donc c'est la raison pour laquelle je viens pitcher ici. L'objectif, c'est d'accélérer. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, on l'a fait sur nos fonds propres. On est présent en France, on a une grosse progression en Suisse, on fait quasiment 1 million d'euros déjà sur la Suisse. On va attaquer d'autres marchés et on a besoin d'avoir des personnes comme vous à nos côtés pour accélérer, pour recruter les bonnes personnes, pour continuer à communiquer. Un petit point sur la communication, après je m'arrête. Aujourd'hui, on a une communication quasiment 100% digitale pour attaquer des grands groupes. C'est-à-dire qu'on fait venir les personnes sur nos sites, on les convertit sur le site et ensuite on a des key account managers qui vont les convertir, les accompagner. Et le point très important, c'est qu'une fois qu'ils rentrent dans Sourcing Force, ils prennent 1 ou 2 modules. On a une vingtaine de modules disponibles et nos clients, chaque année, on est capable de leur vendre des modules complémentaires pour améliorer leur compétitivité achat. Merci Sourcing Force, merci beaucoup. Merci pour ce pitch, bravo. Le public, il est encore là, il est encore vivant, hein. Il peut donner de la force pour fin de journée, c'est souvent plus délicate. Hein. Même Après si c'est la fin de journée. pitch. On enchaîne avec les questions du jury. Bonjour. La coloration pharmaceutique, c'est que vous êtes sur Lyon à l'origine ou ça n'a rien à voir? Effectivement, on est lyonnais. Je ne pensais pas que le lien se ferait aussi vite, mais effectivement, on est lyonnais, sachant qu'on a de la pharma, y compris sur Paris, des Mayoli Spindler, par exemple. Est-ce qu'il y a des industries où vous êtes un peu moins bon en termes de sourcing est-ce qu'il y a des spécificités qui sont dues à cette coloration-là et qui font que vous êtes moins bon ailleurs? Alors pas du tout aujourd'hui, c'est plus un étonnement pour nous d'avoir de la pharma. Moi je viens pas de la pharma au départ, j'ai travaillé chez General Electric, chez UTC, chez SEB, donc de l'industrie pure. Et aujourd'hui on a beaucoup de pharma, mais on a y compris beaucoup d'industries type Michelin, Lem pour la Suisse, Medtronic, etc. Et l'avantage d'une solution comme la nôtre, c'est qu'on couvre 100% des achats. On est 100% réplicable quel que soit le pays, puisqu'on va pouvoir centraliser tous les catalogues fournisseurs, toutes les transactions fournisseurs, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel secteur d'activité. D'autres questions? À propos des fournisseurs, est-ce que c'est vous qui les amenez sur la plateforme? Est-ce que c'est une plateforme ouverte où chaque fournisseur peut uploader son catalogue? Ou c'est votre client, la société, qui décide avec qui il veut travailler?
Alors, la société décide toujours avec qui elle veut travailler. Par contre, nous, on propose un annuaire de fournisseurs qui est lié avec des bases de données externes et qui nous permet de référencer des dizaines, voire des centaines de milliers d'entreprises dans l'annuaire avec des accès portail fournisseurs pour que le fournisseur puisse s'inscrire, donner son profil et charger son catalogue de produits. Ce qui permet aux acheteurs de trouver, typiquement, je donne un exemple bien précis, dans la pharma, il fallait trouver un fabricant du virus Ebola. Je ne connais pas le numéro de téléphone de M. Ben Laden. On a trouvé ça au fin fond des États-Unis. On a trouvé le virus Ebola, on l'a fait venir grâce à un annuaire qui référence un maximum de fournisseurs. Et vous rémunérez, vous êtes rémunéré par ces fournisseurs à la transaction ou c'est... On est rémunéré à la transaction par le client, pas par les fournisseurs. Les fournisseurs ont un accès complètement gratuit à la solution pour justement mettre en avant leur activité. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un maximum de fournisseurs sur notre annuaire. Par contre, on a un business model avec des frais de gestion par transaction et un abonnement à la solution par module acquis. D'autres questions? Une dernière question pour Sourcing Force. Juste une question pour connaître un peu, justement, à la suite de votre business model. Quel est le panier moyen que vous vendez? Le panier moyen dans Sourcing Force aujourd'hui, c'est 1 700 € par mois ou par transaction. Par transaction. Donc en moyenne, un panier moyen par client, plus exactement sur l'année, on va être entre 10 et 25 000 €. Merci Sourcing Force, on vous applaudit. Merci beaucoup pour ce pitch et la présentation de ce projet. On garde le rythme. Dernière session du Marathon Pitch. 105 startups qui auront défilé depuis hier sur cette scène. Donc on enchaîne avec Planet Ride. Hey, on essaie de rester éveillé jusqu'à la fin là, jusqu'au bout on est là quand même. C'est parti, 3 minutes de pitch. Une virée Vespa en Italie. La route 66 en Harley-Davidson. Un raid motoneige en Laponie à la conquête des aurores boréales. Ou plus audacieux, sur les plus hautes routes du monde, à l'assaut de l'Himalaya, au guidon d'une Royal Enfield. C'est des voyages qui font rêver chaque année une communauté de plus d'1 million de voyageurs. À chacun du retour de chacun de leurs voyages, ils n'ont qu'une chose en tête, repartir. C'est pour eux qu'on a créé Planet Ride. Chez Planet Ride, on sélectionne les meilleures agences de voyage locales partout dans le monde, spécialisées dans la conception et dans l'organisation de road trip. On référence leurs circuits en ligne sur planetride.com pour les mettre en relation directe avec de futurs voyageurs. Et sur la vente de chaque voyage, on prélève une commission de 15%. En fait, on joue le rôle de tiers de confiance en garantissant de faire voyager avec les meilleures agences, avec des assurances voyage supplémentaires et puis un moyen de paiement en ligne sécurisé. Aujourd'hui, Planet Ride, c'est une centaine d'agences de voyage partout dans le monde, dans 120 pays. C'est 400 circuits à portée de clic. Et c'est surtout une plateforme technologique qui permet de maîtriser toute la chaîne de valeur, l'acquisition des prospects, réservation, encaissement, fidélisation. À la baguette, on est 3 entrepreneurs. On s'est tous rencontrés en Inde, à New Delhi, au travers de nos aventures entrepreneuriales et professionnelles. Pour ma part, Baptiste, issu de l'école hôtelière de Lausanne, j'ai monté les premiers laser games du pays. Notre CTO, Pierre-Alexandre, a quitté son cursus de développeur parisien classique pour partir à l'autre bout du monde, faire parler son talent. Et puis Alex, qui est à l'origine du projet, dirige aujourd'hui Vintage Rides, qui est la plus grosse agence de voyage moto en Asie. Mais aujourd'hui, Planet Ride, c'est une équipe de 15 personnes à temps plein, réparties entre 2 bureaux, à Paris et à New Delhi, qui me permet d'avoir un vrai avantage concurrentiel en termes de coût, vitesse d'exécution. Le premier site, on l'a mis en ligne en 2015. Un an après, on était élu la start-up e-tourisme la plus innovante de l'année. On a bouclé une levée de fonds en amorçage à hauteur de 375 000 € en 2016. Et l'année dernière, en 2017, année d'accélération, c'est la viabilité du business model qu'on a prouvé. Depuis, nos ventes, elles ont cessé d'augmenter. 750 000 € en 2016, 1,5 million l'année dernière. Il est temps d'accélérer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à
déployer le modèle sur d'autres verticales de voyage thématiques, spécialisées, la plongée, le trek, les sports extrêmes. Aujourd'hui, notre vision, c'est de permettre à tous les passionnés d'aventure de s'évader sur les plus belles routes du monde. Merci Planet Ride. Merci. Non, c'est pas fini. Ah oui, c'est vrai. Vous restez sur la scène. Il y a un jury qui va vous poser des questions. 3 minutes de questions-réponses avec notre jury fonds d'investissement. Bonjour, merci pour le pitch. Quelle est la grosse différenciation plus valeur ajoutée de Planet Ride par rapport à un Airbnb Experience ou d'autres plateformes qui cherchent à offrir justement de l'expérience sur différents canaux autres que la moto pour l'instant? Déjà, je pense que c'est clairement le package et le modèle d'expérientiel. Nous, on se positionne sur des paniers moyens qui sont à 1 800 € par rider. Donc on n'est pas du tout sur le même marché que les expériences d'Airbnb. On se différencie plutôt de plateformes comme Evaneos, qui est un modèle très similaire, avec une approche marketing par une plateforme de marque très communautaire qui nous permet d'être sur des frais d'acquisition plus bas, des paniers moyens plus hauts, des taux de fidélisation plus forts, mais à des marchés plus restreints qu'on est obligé de pallier pour élargir le marché en dupliquant sur d'autres verticales de voyage thématiques. Donc on a commencé par la ride et donc on s'emploie maintenant à partir sur d'autres niches, d'autres verticales. Il y a une question ici. Bonjour. Bonjour. Les road trips à la route 66 ou alors faire l'Himalaya en Royal Enfield, ça me parle. Mais j'ai l'impression que ces mythes-là commencent un petit peu à être éculés par rapport aux nouveaux moyens de mobilité qui sont peut-être un peu plus verts, un peu plus modernes aussi. Pour toi, c'est quoi le ride mythique du futur? Est-ce que vous travaillez aussi à ça, à développer d'autres offres et à refaire rêver sur d'autres moyens de mobilité? Voilà. La force de Planet Ride, c'est de ne pas, c'est d'être capable de scaler très vite sans opérer les voyages. Donc nous, on s'adapte au marché en allant chercher, en allant faire une curation des voyages qui se montés par des experts locaux dont c'est le métier. Qu'est-ce que tu vois du coup comme tendance sur les nouveaux rides? Alors, sur la rail, il y a toujours un aspect un peu mécanique et moteur. C'est une communauté en tant que telle. Il y a des véhicules de plus en plus verts qui se montent. On commence à organiser sur du 4 roues, entre autres, des véhicules électriques. Il y a du vélo électrique qui se fait, mais c'est pas tout à fait la même cible. Et la clé de notre approche marketing, c'est justement d'accepter des verticales communautaires qui peuvent paraître assez peu profondes, mais finalement qui sont sous-exploitées par ce peu de profondeur et qui permet de créer un business qui est très rentable très vite et qu'on peut scaler par la technologie en dupliquant la marketplace elle-même. C'est fini. Merci à tous. Merci Planet Ride. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On garde le rythme et on enchaîne. J'appelle sur la scène du Marathon Pitch Iconem. Et on me fait signe, Iconem ne viendra pas aujourd'hui. Ah si? En fait si. Iconem est là, on l'applaudit. Surprise. Ok. 3 minutes de pitch, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Tellier, je suis le directeur général d'Iconem. Alors, je me permets de parler plus proche du micro et plus fort parce que là, on ne vous entend pas du tout. D'accord. C'est parti. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Étienne Tellier, je suis le directeur général d'Iconem. Iconem, c'est une start-up spécialisée sur la numérisation 3D des sites de patrimoine et en particulier des sites en danger. Depuis 5 ans, nous avons numérisé une centaine de sites dans plus d'une vingtaine de pays. Nous utilisons des drones et des algorithmes de reconstruction 3D pour créer des doubles numériques de ces sites qui sont ensuite utilisés par des scientifiques, des archéologues pour étudier les sites et les préserver. Nous travaillons pour de grands organismes internationaux comme la Banque mondiale, l'UNESCO, les Nations Unies ou la Fondation de l'Aga Khan. Et nous sommes intervenus par exemple à Palmyre, à Bamiyan, à Pompéi. Récemment, donc l'une de nos récentes missions, c'était en Afghanistan sur le minaret de Jam. Donc j'imagine que personne dans la salle ne connaît le minaret de Jam.
Et pourtant, c'est un site qui est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site magnifique, un minaret qui date du XIIe siècle, et que pourtant personne ne visite pour une raison simple, c'est qu'il se situe dans une zone très dangereuse, totalement inaccessible, au milieu des montagnes, sur des routes qui sont bloquées la moitié de l'année par la neige. Nous avons eu la chance de visiter ce site, et ce que nous vous proposons, c'est que vous aussi, grâce à notre solution, vous puissiez visiter ce site. Nous sommes en train de développer une plateforme web 3D qui permet de visualiser les sites, de les explorer un peu comme si on était dans un jeu vidéo en temps réel, avec un degré de photoréalisme et de précision inédit. C'est une plateforme sur laquelle on travaille depuis plus de 2 ans en partenariat avec le CNRS et Sketchfab, qui est une grande start-up du monde de la 3D, et qui est en ce moment en bêta-test avec l'UNESCO et la fondation de l'Aga Khan. Donc, ce qu'elle va proposer, c'est de réaliser des visites virtuelles de ces sites de patrimoine, mais aussi des visites virtuelles collectives. Donc, il ne s'agira pas simplement d'enfiler un casque et de se retrouver un peu perdu sur un site qu'on a du mal à appréhender, mais en fait, de visiter le site à plusieurs. Donc, on pourra donner rendez-vous à d'autres personnes, un peu comme on le fait quand on visite pour de vrai un site. On pourra être accompagné par un guide qui sera en même temps que nous dans cet environnement virtuel et qui nous donnera des informations pour nous faire comprendre le site, nous passer donc toute sa culture. Nous avons tout un projet de numérisation. Nous avons numérisé, comme je le disais tout à l'heure, plus d'une centaine de sites. Nous allons continuer. Nous voulons numériser les 300 sites les plus emblématiques du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous allons monétiser ces visites virtuelles grâce à des micro-paiements et grâce à des visites, grâce à des expositions immersives. Voilà, nous en avons déjà lancé une l'an dernier qui s'est tenue au Grand Palais, qui a eu beaucoup de succès avec 60 000 visiteurs en l'espace de 3 semaines. Merci. Je vous remercie. Merci Iconem, merci, on vous applaudit, bravo pour ce pitch. Questions-réponses avec le jury, 3 minutes de questions-réponses, c'est parti. Bonjour, merci. Du coup, pour bien comprendre le produit, c'est à chaque fois qu'on veut faire une démonstration du produit, c'est plus en mode service projet où on peut, avec les images de Google Maps, créer sa visite immersive. Alors, c'est-à-dire que nous offrons finalement des environnements 3D que le grand public peut visiter. Donc, ce sera monétisé via des micro-paiements. N'importe qui pourra visiter un site de patrimoine en 3D et de manière collective. Déjà, pour chaque patrimoine que vous voulez mettre sur la plateforme, c'est un gros travail de votre part. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle data disponible en open data ou... Alors, c'est un gros travail de notre part, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies de scan de pointe. Ça s'appelle la photogrammétrie. Il faut prendre des milliers de photos d'un site avec beaucoup d'angles de vue différents et après, on peut, grâce à des algorithmes très puissants, créer des modèles 3D. Ça demande donc des machines très puissantes, des savoir-faire de pointe. Mais à terme, on va pouvoir aussi créer une logique décentralisée où on s'appuiera sur des opérateurs locaux qui feront les relevés pour nous. On aura du cloud computing qui permettra de créer les modèles 3D dans le cloud. Voilà. Une autre question, par ici. Du coup, ton marché adressable via ton modèle de monétisation via des micro-paiements, tu l'estimes à combien dans le monde ? Qui est capable de payer ça et combien ? Alors, il est potentiellement assez énorme puisque on va s'adresser à la fois au grand public et aux professionnels du tourisme. En ce qui concerne le grand public, en 2017, il y a eu 1,3 milliard de touristes internationaux. Entre 2010 et 2030, le nombre de touristes va doubler. Donc on sera à plus de 2 milliards en 2030. En ce qui concerne les professionnels du tourisme, donc on va s'adresser aux tour opérateurs, aux compagnies aériennes, aux sites de booking, comme Booking, Expedia. Voilà, donc ça c'est une première cible. Et une deuxième cible, donc elle concerne les produits dérivés de cette plateforme. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup développer tout à l'heure, mais on s'est spécialisé sur les expositions immersives. Donc on en a tenu une première à la fin 2016, qui était au Grand Palais, qui était donc en partenariat avec le Louvre et la RMN Grand Palais, qui a attiré 60 000 visiteurs. Et on va donc multiplier ce type d'exposition. On a plusieurs grands projets pour l'année en cours. Une dernière question. Bonjour. Est-ce que vous avez eu des appels entrants d'éditeurs de jeux vidéo ? Parce que ça a une grande valeur que de mettre en 3D des environnements urbains notamment. Alors oui, on a eu des appels entrants. Donc on
On a des discussions régulières avec des grands acteurs du monde vidéoludique. Donc la photogrammétrie, c'est un process qui il n'y a pas très longtemps était difficilement intégrable aux jeux vidéo, mais qui là maintenant est vraiment intégré dans les pipes de production. Donc effectivement, c'est un débouché tout à fait possible. Merci beaucoup, Iconem. On vous applaudit. Merci pour ce pitch, ce projet. Merci, oui. Alors, un coup de cœur à la fin de cette dernière session. Il y aura eu plus de 105 startups sur cette scène. Un jury de 10 investisseurs, 25 millions d'euros réunis. Donc ces startups, vraiment, elles ont été mises à rude épreuve. On continue avec, j'appelle sur la scène, Hey Talents. On les applaudit, on leur donne de la force. Ils vont pitcher, ils vont se partager un micro. Voilà, 3 minutes, c'est parti. Bonjour à tous, donc c'est Radia. C'est Ludovic. Voilà, donc on s'est rencontrés il y a 3 ans. On est tous les deux dans le domaine du recrutement IT, donc en informatique. On a ouvert une agence il y a 3 ans et on a été vite confrontés aux difficultés de ce marché de chasse, de ces profils qui se font de plus en plus rares, avec un marché très en tension. Donc face à ces difficultés-là, donc on a dû réagir. Le premier électrochoc qu'on a eu, c'est quand en mai 2016, Nespresso nous a demandé de recruter 30 développeurs digitaux et qu'on a dû pour ça contacter 5 fois plus d'ingénieurs qu'à l'habitude pour satisfaire ce besoin. Donc avec Ludo, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait réagir et qu'il fallait trouver une autre manière de faire, que la chasse de profils telle qu'elle existait était devenue obsolète et beaucoup trop coûteuse pour nous ou nos clients. On a décidé de se centrer sur les talents, les ingénieurs, puisque finalement, c'était eux nos vrais clients. C'était plus les entreprises qui cherchaient à recruter, mais bien les talents qui avaient des besoins spécifiques. Pour ça, on les a sondés, on les a interviewés, et ce qu'il en est ressorti, c'était que aujourd'hui, la chasse ne leur permettait pas de révéler leurs besoins humains, leurs besoins en affinité, leur plan de carrière, leur plan de vie personnelle, et c'était vers ça qu'il fallait qu'on s'oriente. Avec une offre aussi qui permettait la flexibilité attendue sur ce marché-là. Et c'est pourquoi on a décidé d'aller chercher les recruteurs de demain, ce que nous on appelle les talent advocates. Ce sont des hommes et des femmes qui vont travailler en indépendant, mais qui ont cet ancrage local dans leur réseau et leur capacité à mobiliser leur réseau personnel ou professionnel pour faire le job et aller chercher les talents que les entreprises recherchent. La solution donc digitale qu'on propose, c'est donc Hey Talent. Donc, en gros, c'est l'entreprise a un besoin d'un talent et on mobilise une masse importante de talent advocates qui sont locales pour servir le client. En plus, vous avez un certain nombre de services, donc du peer-to-peer. Vous êtes dans des logiques avec de l'intelligence artificielle sur l'affinitaire humain pour le réseau et le matching. Vous avez le gaming pour tester tout ce qui est la partie technique, technologie des talents. Et vous avez aussi une capacité à travailler le branding. Aujourd'hui, les entreprises demandent un développeur Java et c'est pas ça que le talent il veut. Il veut connaître l'impact du job sur la planète. C'est ça qu'il veut et c'est ça que les entreprises doivent faire. En dernier lieu, on a vraiment un business model disruptif. Alors, notre business model, donc il est basé en fait sur une décentralisation de la relation entre l'entreprise et le talent advocate. Donc on utilise la technologie blockchain pour justement faciliter cette décentralisation-là et proposer donc un tarif 50% moins cher que ceux du marché. Donc avec un tarif unique par recrutement pour l'entreprise et la plus grosse partie donc de ce tarif-là revient au talent advocate. Hey Talent lui prend une commission en fait de cette contractualisation. Merci pour ce pitch, Hey Talents. On vous applaudit. On passe tout de suite aux questions-réponses avec le jury. Le micro est là. Ok. Bonjour, merci. Quelle est votre différenciation? Alors, dans le business model, j'ai bien compris qu'il y en avait une, mais par rapport à toutes les plateformes qu'on voit émerger avec différentes propositions de valeur, que ce soit le référencement, que ce soit la préqualification des candidats, etc. Comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à toutes ces plateformes-là?
Nous, pour la préqualification, on va proposer des services, comme on l'a dit, le gaming pour tester techniquement. On propose aussi un référencement grâce à la blockchain, donc qui va enregistrer, qui va certifier l'expérience du talent. Notre différentiel, en fait, il se situe vraiment dans qui va effectuer ce travail de recrutement. Donc, en fait, la chasse au corps à corps, comme elle existe aujourd'hui pour des profils IT qui finalement ne sont pas en attente et en demande, puisqu'il y en a pléthore sur le marché. Donc là, on travaille vraiment sur la capacité à un réseau de talent advocate, de recruteurs en interne, qui va mobiliser, lui, son réseau personnel et professionnel. Un peu sur la forme de la cooptation, sauf que nous, on la professionnalise. Donc on ne fait pas de la cooptation simple, on professionnalise une activité. Nous, on va former les talent advocates, ils vont être gérés, formés, certifiés, et c'est là, en fait, que les différenciants se situent. C'est clair qu'on doit accompagner ça d'un ensemble de services autour de la certification des profils, donc la qualification aussi technique. Et c'est pour ça qu'on propose un certain nombre de services qu'on va peut-être pas détailler là, mais en tout cas qui sont mobilisables via notre plateforme. Quel est le profil de ces talent advocates? Est-ce que c'est des développeurs aussi qui ont un réseau propre? C'est des chasseurs? D'où est-ce que comment vous les trouvez aussi? Alors en fait, pour tout vous dire, notre meilleur recruteur aujourd'hui, c'est un ancien steward, et on en a une autre, c'est une maman qui est en congé parental. Initialement, c'est vrai que c'était spontanément des ingénieurs IT, des chefs de projet, qui avaient cette capacité à repérer techniquement la compétence. Sauf qu'en fait, il n'y a plus uniquement ce besoin technique qui a sollicité. On a besoin aussi d'exprimer le besoin définitif du talent et sa nécessité de comprendre le sens qu'on va lui proposer dans cette entreprise. Et donc, il n'y a pas de profil type, en fait. Et en fait, ce qui est important dans le talent advocate, il va faire ce qu'on appelle en anglais the last mile, c'est-à-dire l'événement social humain qui va faire que le talent va se sentir confortable et va être accompagné jusqu'à l'acte de la signature. Et comment vous les trouvez? Donc, initialement, on a approché ces réseaux via notamment les réseaux sociaux, en organisant des meet-up, en expliquant en fait ce qu'on était amené à rechercher. Initialement, c'était des ingénieurs avec qui on avait été amené à travailler puisqu'on les a recrutés pour nos clients. Et puis après, c'est un chaînage en fait qui s'est fait autour de nos connexions personnelles, et on s'est aperçu que c'était eux qui étaient les plus efficaces. 15 secondes. Donc c'est eux qu'on veut aller chercher, notamment au travers des levées de fonds, même si aujourd'hui on est rentable et que on a une société qui fonctionne bien. Ce qu'il faut, c'est augmenter ce volume de talent advocate et le généraliser et le professionnaliser. Merci beaucoup, A-Talents. Merci pour ce pitch et cette présentation. Il ne reste plus que 2 startups sur cette dernière session du Marathon Pitch pour des startups en développement. J'accueille la dernière startup. En fait, il n'en reste plus qu'une. Il n'en reste plus qu'une. Et c'est Mousque Bière. On fait un maximum de bruit pour eux, c'est la dernière. C'est les derniers applaudissements qu'on vous demande. Vous êtes là ou pas? C'est les derniers. Mousque Bière, vous êtes là ou pas? Ok, donc il y a à boire. L'apéro commence déjà en fait. C'est parti, 3 minutes de pitch à consommer avec modération. C'est parti. Stella, Bud, Lef, Groll, Heineken, Pelfort, Affligen. Par contre, proche du... Est-ce que vous pouvez parler proche du Grünbergen, micro? 1664, ou de toute façon c'est des trucs nuls. Savez-vous vraiment ce que vous buvez, vous? Parce que toutes les marques de bière que j'ai citées précédemment, et bien d'autres encore, sont toutes brassées par les 3 mêmes grands groupes industriels, qui brassent plus de la moitié de la bière bue dans le monde. En France, 95% de la bière consommée est industrielle, seulement 5% artisanale. Or, on a aujourd'hui entre 1000 et 1500 micro-brasseries sur le territoire. C'est énorme et c'est en développement. C'est un marché qui est en grosse progression. Cela dit, les professionnels n'y ont pas accès et le grand public s'y perd et ne les connaît même pas. Pourquoi? Déjà parce que les grands groupes verrouillent ce marché-là pour mieux le contrôler plus tard, et aussi parce que les produits restent souvent assez confidentiels. On a affaire à des petits producteurs, souvent locaux, et qui manquent de visibilité. Il y a un vrai problème d'accès aux produits, d'accès pour les professionnels de la restauration, en B2C et en B2B, pardon, et en B2C juste pour le grand public qui s'y perd, qui ne le connaît pas. Pour contourner ce problème d'accès, il faudrait créer une vraie plateforme de diffusion de la bière artisanale. Et ça, c'est ce qu'on crée avec mes 3 associés depuis 6 ans déjà.
on a créé le premier établissement, vous connaissez peut-être, la Fine Mousse, qui est le premier bar à bière artisanale de Paris. On a créé un restaurant qui fait des accords bière et mets, c'est un restaurant gastronomique qui fait connaître la bière différemment. On a créé la Compagnie des Boissons Vivantes, une société de distribution de bière artisanale en Île-de-France. Dernièrement, l'année dernière, on a créé La Robe et la Mousse, un autre bar, un établissement qui fait la part belle aux produits français en associant des vins nature et de la bière artisanale pour faire une passerelle entre les produits éthiques et locaux. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a besoin d'étendre ce réseau de distribution envers les professionnels sur le plan national. On a besoin d'implanter des antennes en région. De même, au niveau du grand public, on a besoin de créer des vraies vitrines, des grandes vitrines de classe mondiale, calées sur ce qui se fait de mieux dans le monde aujourd'hui en termes de qualité et en termes de quantité, en taille, qu'avec des produits artisanaux, pour faire connaître ces produits. Ça, on sait le faire, mais il faut aller plus loin, il faut aller vite maintenant. Pourquoi on va vers vous maintenant? Parce qu'on s'est engagé dans une vraie course de vitesse face aux grands industriels. Les grands industriels, ils veulent contrôler ce marché-là qui est émergent. Ils sont puissants, mais ils sont lents. Nous, si on a des moyens, on pourra se développer maintenant. On a les compétences, on a le réseau, on a la capacité de se mobiliser et de mener les projets à terme. Donc, merci de m'avoir écouté et au plaisir de trinquer à nos futurs projets ensemble. Santé. Merci Mousquebière. Merci pour ce pitch. On passe aux questions-réponses avec le jury. C'est la dernière session de questions-réponses. Ensuite, le jury ira délibérer pour désigner leur coup de cœur. Questions-réponses. Allez, on est fatigué, mais on peut en avoir. Bonjour, quel est votre chiffre d'affaires actuel et quels sont vos objectifs? Alors sur l'année 2017, on est à un peu plus d'1 million sur les deux activités. On sépare donc ce qui est vraiment CHR, bar et restaurant, où on est à 1,1 million en 2017 et la distribution, on est à 1,2 million. Et aux horizons de 3-4 ans, on prévoit de passer à plus de 3 millions et demi en restauration et à environ 10 millions en distribution, à condition de se développer effectivement sur les deux axes que j'ai définis, sur le territoire national et au niveau des plus grosses vitrines effectivement pour accueillir le grand public. Ça fait des hectolitres de bière aussi, hein. On peut parler en hectolitres de bière, c'est impressionnant. Comment vous faites du coup pour sourcer tous ces hectolitres de bière chez tous ces artisans en France? Et est-ce qu'à terme, vous cherchez à créer votre propre marque? C'est le plus difficile. Aller voir toutes les bières, boire des bonnes bières, c'est vraiment compliqué. Je le souhaite à personne. On s'y est mis. Effectivement, il faut aller à leur rencontre. Ça va de quand on est en région, il faut être curieux simplement, aller voir, aller faire la démarche. De même qu'on fait les routes des vins, on peut faire les routes des bières, c'est-à-dire localiser les brasseries, les nouvelles brasseries qui se sont créées quand on est quelque part, même quand on est en vacances, ou faire des trajets exprès pour ça. Il existe des salons de la bière aussi, et se rendre là et mettre en place son réseau. Effectivement, souvent, les gens qui créent des brasseries, c'est des gens qui soit travaillaient déjà dans des bonnes brasseries, ou des gens qui sont des brasseurs amateurs, qui brassaient chez eux et qui décident de passer à l'étape d'au-dessus et qui reprennent des grandes brasseries. Des fois, il y a un peu tous les profils, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on est dans le milieu, on a un pied dedans, on se fait rencarder, effectivement aussi, on va les rencontrer. Des fois, on les connaît déjà d'avant parce que c'est des gens qui nous font goûter leur bière depuis longtemps pour nous demander notre avis, parce qu'on est prescripteur. Sur les établissements qu'on a ouverts, ils sont tous numéro 1 en France sur les sites spécialisés. Donc on a un vrai côté prescripteur, les gens nous font confiance à la fois pour choisir les produits, mais aussi pour les faire goûter. Et du coup, vous voulez créer votre marque à terme ou... Enfin, une marque de bière, brasser votre propre bière aussi? Une marque de bière, pas particulièrement, parce qu'on veut laisser l'indépendance sur les producteurs de bière eux-mêmes. C'est l'idée, justement, c'est qu'ils soient indépendants. Cela dit, on aime bien, mais c'est plutôt pour assurer le côté funky qui va vraiment dans le milieu. On fait des partenariats avec eux, c'est-à-dire on brasse des bières un peu spéciales, des one-shots, qu'on brasse pour une fois, ou alors faire vieillir certaines de leurs bières aussi. Il y a du gros potentiel, il y a des brasseries qui sont prêtes à accompagner là-dessus, mais en laissant toujours une indépendance aux brasseries. C'est vraiment le principe, c'est de préserver cette indépendance. C'est plutôt dans l'idée d'augmenter la marge, votre marge, si vous produisez votre propre bière, plutôt que d'acheter celle des autres. Oui, il y a ce côté-là qui peut être creusé sur certains aspects, mais il faut le faire en bonne intelligence avec les brasseries partenaires. Comment est-ce que tu t'assures qu'il n'y ait pas de bypass, que les brasseurs ne traitent pas en direct du coup avec les GSM ou les CHR avec qui tu les as mis en relation au départ?
Ça, c'est très simple, parce que pour avoir créé le premier établissement de bière artisanale à Paris, il n'y a pas de réseau de distribution. C'est une tannée pour les brasseurs qui sont n'importe où sur le territoire de les faire arriver. Les grands ne veulent pas travailler avec eux parce qu'ils sont trop petits. Il a fallu, nous, qu'on se crée finalement notre propre réseau de distribution. C'est ça qui a initié la société de distribution un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on a dû se créer notre propre réseau, notre propre logistique. Et c'est ça qu'il faut qu'on fait vivre et qu'on essaie de diffuser. Merci beaucoup, Mousquebière. Merci, Mousquebière. C'était la dernière start-up de cette session et la dernière start-up de tout ce marathon pitch. 105 start-up, voilà. Maintenant, le jury va se réunir en salle de délibération derrière ce rideau. Et dans 3 minutes, on va connaître le coup de cœur de cette dernière session. Je vais passer dans les rangs. Il y a des coups de cœur ou pas ? Est-ce qu'il y a des coups de cœur sur cette session ? Oui, madame. Qu'est-ce qui vous... Ça sera à la fin. Le jury a délibéré, le jury s'installe, le jury va nous donner son coup de cœur. Et d'ailleurs, je vais appeler notre partenaire du réseau Entreprendre sur cette session. Bah oui, c'est le partenaire de la session qui désigne le coup de cœur, qui nous explique. Alors, sur cette dernière session, ça a été difficile. Oui, toujours difficile, mais par rapport à la session juste avant, c'était plus intéressant parce qu'il y a plus de temps pour poser des questions et plus de temps pour pitcher. Ouais. Donc on comprend un peu mieux les modèles économiques et les activités des structures, donc c'est quand même plus intéressant. Ok, donc là c'était direct quoi, consensus. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas, mais on arrive à se mettre d'accord. Avant de dévoiler le nom, quelle était la qualité principale de la personne qui a pitché ? Alors, on a trouvé que tous les pitchers étaient bons. Donc, on n'a pas regardé la qualité du pitch, mais on a regardé vraiment le projet et l'impact que ça peut avoir. L'impact. Voilà, donc on a fonctionné plutôt au coup de cœur. Ok. Alors, le coup de cœur du jury pour cette dernière session, c'est Iconem. Iconem, ok. On applaudit Iconem. Dans le public, il y avait des coups de cœur pour Iconem. Bravo à lui. Félicitations. Un petit mot avant la photo, Iconem. Merci beaucoup. Je suis très touché. On espère qu'on va pouvoir développer notre projet, vraiment le concrétiser. Ok.
La photo, bravo à Iconem. Est-ce que les membres du jury peuvent venir sur la scène après voilà. Alors, bravo aux membres du jury qui étaient là pendant ces 2 jours de marathon pitch. Kira l'Aventure, Entrepreneur Venture, Iris Capital, Briga, Alven, Serena Capital, Daphne, Partech, Ogisco Venture, Otium et nos partenaires MoveJ, CCIP, Réseau Entreprendre. Un grand merci à notre partenaire Les Échos Formalités. Le coup de cœur remporte 2 passes Viva Technologie 2018, une prise de parole en une des éco-sociétés, une formalité légale offerte par notre partenaire Éco-Formalité qu'on remercie chaleureusement. Un grand merci pour ma part à toute l'équipe qui a organisé ce marathon pitch, notamment les personnes qui ont permis de sélectionner ces 105 startups qui ont étudié les dossiers. Est-ce que vous pouvez applaudir les partenaires qui ont étudié ces dossiers? Majid Yayaoui notamment de PSB, Paris School of Business, et tous ces étudiants qui étaient là, qui tenaient le chrono, qui étaient à l'accueil, donnaient les fiches au jury, qui ont aussi participé à ce marathon. Merci à l'équipe technique également, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.